Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant une heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est pendant une heure du direct et on retrouvera notre invité politique à 8h aujourd'hui, Annick Girardin, ministre de la fonction publique, qui sera débriefée par nos éditorialistes Denis Jambard et Yves Tréhard. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, puis vous retrouverez le Zapp Élysée, le rendez-vous habituel, c'est le premier zapping politique de la journée, mais tout de suite, le JT des territoires. Bonne matinée. Bon réveil. Le harcèlement sexiste dans le viseur des transports en commun lyonnais. S'inscrivant dans le plan de lutte contre les violences faites aux femmes, le Citral, qui est le premier réseau français de transport urbain à avoir mis en œuvre des marches exploratoires dès 2015, lance une campagne de communication contre le harcèlement sexiste dans les transports. Une initiative bienvenue à l'heure où de plus en plus de femmes déclarent l'avoir subi. Les explications avec Bertrand Frachon pour Télé Lyon Métropole. Il y a des moyens aujourd'hui pour les femmes de se défendre. Et le premier, bien sûr, c'est d'inciter à déposer plainte, c'est d'inciter à se diriger vers les agents TCL, qui sont nombreux sur le réseau TCL, notamment dans les bus. Le Citral vient de lancer une campagne de communication contre le harcèlement sexiste dans les transports en commun. Des clientes du réseau ont d'ailleurs été associées à ces problématiques de sécurité. Au-delà de cette campagne, on a travaillé ça avec des femmes volontaires. On a travaillé cette campagne donc avec les ambassadrices de la ligne 7 dans le cadre des marches exploratoires de femmes qu'on a lancées en 2015. Et donc, ce sont les ambassadrices elles-mêmes, ces femmes volontaires qui ont travaillé à leur propre sécurité à nos côtés sur le réseau TCL. L'objectif pour le Citral est aujourd'hui d'étendre la vidéosurveillance à tout le réseau car les images peuvent être utilisées pour porter plainte plus facilement. Il y a par exemple près de 9 millions d'euros qui sont prévus sous ce mandat-là du Citral, rien que pour la vidéoprotection. Aujourd'hui, tous les quais de stations de tram, de métro sont équipés, tous les bus, et aujourd'hui, on s'organise sur effectivement un déploiement de la vidéo dans le métro. La priorité est mise sur l'équipement en caméra des rames de la ligne D, la plus fréquentée. Oui, au pays catalan. Après le Pays basque, le pays catalan, le 1er janvier 2017, l'État a reconnu le Pays basque français comme communauté d'agglomération. Une aubaine pour le mouvement Oui au pays catalan qui compte bien se faire entendre et obtenir les mêmes droits. Jody Vera, coopérateur du mouvement, est venu s'exprimer à ce sujet dans les bureaux de l'Indépendant de Perpignan le temps d'une interview. On l'écoute au micro de Stéphanie Forgeois pour TV Sud. Le 1er janvier 2017, l'État a reconnu le Pays basque français comme collectivité territoriale à part entière. Une aubaine pour le mouvement Oui au pays catalan, qui y voit une nouvelle chance de se faire entendre. Oui, ça prouve que c'est possible, ça prouve que s'il y a une volonté politique des élus et d'une population, on peut obtenir ce qu'on veut. En fait, pendant des années, notre classe politique, chaque fois qu'on demande à être reconnu, c'est pas possible, c'est impossible, la loi ne le permet pas. Enfin, il y a toutes sortes d'obstacles théoriques pour mettre en avant ce que nous voulons. Et donc, aussi bien les responsables de notre département que le responsable de la région ferait bien de nous écouter parce qu'aujourd'hui la colère qui monte du fond du peuple catalan parce qu'on n'a pas été reconnu, parce qu'on nous a imposé l'Occitanie, c'est une colère qui ne s'arrêtera pas et qui ne s'arrêtera que quand on arrivera à avoir une entité catalane dans notre pays catalan du Nord. Autre sujet qui revient régulièrement dans l'actualité, la prison et la surpopulation carcérale. La maison d'arrêt de Granidian, dans l'attente de travaux de rénovation, le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas s'est attendu sur place vendredi avec la confirmation de la reconstruction de l'établissement d'ici 2019. Tout le monde s'accorde pour dire que ces travaux sont indispensables pour la sécurité des agents et des prisonniers, mais les syndicats restent sceptiques. Ce n'est pas la première fois qu'une rénovation est annoncée et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Franck Poirot pour TV7 en Gironde. Construite en 1967, la maison d'arrêt de Gradignan est souvent montrée du doigt pour son état de vétusté. Elle affiche aujourd'hui une surpopulation carcérale de près de 200%, 700 détenus pour quelques 400 places. Dans un courrier du 26 janvier dernier, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, assure au député de la Gironde, Alain Rousset, que l'établissement pénitentiaire fera l'objet d'une reconstruction. Le garde des Sceaux avance même un calendrier, maîtrise d'œuvre choisie en 2017, début des travaux en 2019, pour une livraison en 2022.
Bruno Maury, agent pénitentiaire du syndicat UFAP à Gradignan, est relativement attentiste par rapport à cette annonce. Ce qui est bizarre, c'est que dès qu'il y a une élection qui s'approche, on nous parle d'une reconstruction, enfin d'une démolition-reconstruction du centre pénitentiaire Gradignan, et pour l'instant, ça n'a jamais abouti. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'on y croira réellement que lorsqu'on verra les pelleteuses et les bulldozers arriver sur le site. Avec les échéances électorales importantes qui approchent, cette décision ne sera-t-elle pas remise en cause en cas de changement de majorité? C'est toute la question. Début 2015, la garde des Sceaux de l'époque, Christiane Taubira, s'était déjà engagée pour la reconstruction de la maison d'arrêt de Gradignan. Des autorisations d'engagement pour un montant de 115 millions d'euros avaient même été arrêtées. Les travaux devaient débuter en 2016. Depuis, la situation n'a pas évolué. Un autre projet avorté, lui aussi, devait être lancé sous le quinquennat Sarkozy. Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, est en visite à Bordeaux le 3 février prochain. Il aura peut-être l'occasion de préciser ou d'affirmer sa position sur la reconstruction de ce centre pénitentiaire. Créer son entreprise sans argent, c'est compliqué, mais lorsque les banques refusent de plus en plus de prêter de l'argent, cela devient quasiment impossible. Pourtant, il existe une solution, c'est le microcrédit, un dispositif qui a permis à plusieurs Vendéens de monter leur propre projet et de créer leur propre emploi. On fait le point à l'occasion de la semaine du microcrédit avec Pierre Dalicieux pour Télé Vendée. Christine Sozo était encore, il y a 5 ans, responsable RH dans une grande entreprise. Aujourd'hui, elle est tapissière d'ameublement. Un changement radical d'activité, mais qui pour elle devenait une nécessité. C'était épuisant et c'est surtout que je ne voyais pas... je ne me voyais pas d'abord faire encore 15 ans comme ça. J'aurais du mal à revenir en arrière. Oui. Donc je fais tout pour que ça continue, ça perdure, ça se développe dans le bon sens. Reconvertie en 2012, Christine travaille de chez elle d'abord, puis après 2 ans et demi d'activité, la question d'investir se pose. Mais aucune banque à l'époque n'accepte de la suivre. Christine se tourne alors vers l'ADI. J'avais besoin d'un local, de matériel. L'ADI m'a fait un prêt d'environ 5 000 € au départ, ce qui m'a permis justement de m'installer dans un local vraiment professionnel et d'avoir du matériel pour pouvoir développer mon activité. Ça a vraiment boosté en fait mon activité. Puisque j'ai quand même augmenté dans cette année-là à peu près de 45% mon chiffre d'affaires. Ça m'a permis vraiment de me sentir professionnelle, me sentir artisan et d'avoir vraiment tous les moyens, toutes les clés en main pour pouvoir travailler correctement. Comme elle, de nombreuses personnes poussent les portes de cet organisme de microcrédit. 10 000 € de prêt maximum, des conseils aussi en entrepreneuriat, car on ne s'improvise pas chef d'entreprise du jour au lendemain. Et c'est ce qu'est venu chercher ce futur vendeur ambulant de poulet rôti. Administrativement, ça peut être parfois lourd, il y a des formations dont on n'est pas forcément au courant. Donc voilà, ne serait-ce qu'un prévisionnel, quand on commence à me parler d'un prévisionnel, ça vous fait pas envie de quitter, on va dire, votre projet, mais ça vous fait peur parce que vous avez envie de réussir, vous avez du monde à charge, vous avez une famille, donc... Voilà, il vous faut l'avis de professionnels pour arriver justement à finaliser votre projet. L'ADI accompagne donc chaque année des projets de toutes sortes. Le point commun entre tous, c'est le refus de prêts bancaires. On finance vraiment tout type de profil, que ce soit des personnes qui sont demandeurs d'emploi, des salariés, des personnes qui sont travailleurs indépendants. Donc il n'y a pas d'exclusion par rapport à ça. On peut vraiment financer tous ceux qui n'ont pas accès à la banque. La banque peut refuser parce que le besoin de financement est assez faible et du coup ça les intéresse peut-être moins. Ça peut être parce qu'il y a des petits soucis bancaires ponctuels, mais dans la majorité des cas, c'est des personnes où il n'y a pas forcément de fichage, où il n'y a pas forcément de grosses difficultés financières. Chaque année, l'ADI de Vendée accompagne financièrement et conseille une centaine de porteurs de projets. Les 2 tiers sont encore en activité au bout de 2 ans. Transport maintenant et direction les Alpes-Maritimes. Le calendrier de livraison est fixé pour la ligne 3 du tramway niçois. Les rames seront mises en service au début de l'année 2020. Un équipement stratégique pour développer l'Éco-Vallée, le quartier central de l'économie et du développement durable, et desservir l'Alliance Riviera, le Grand Stade. Coût 56 millions d'euros. Reportage de Sophie Jeanroy pour Azur TV. 7 km, 11 stations, vitesse moyenne de 22 km/h. La ligne 3 du tram, ici en rouge, sera livrée dans 3 ans. Elle reliera l'aéroport au terminus Saint-Isidore, passant par les pôles majeurs de l'Éco-Vallée, le Grand Arenas ou Méridia. Une annonce qui réjouit les habitants de la plaine du Var. Les jours de match, on espère vraiment une fluidité niveau trafic,
Les gens prendront les parkings aux alentours et prennent la navette du tramway. Le tramway nous empêchera de prendre la voiture, tout simplement. 12 000 passagers par jour emprunteront cet itinéraire dès son ouverture. Objectif, accompagner l'opération d'intérêt national, attirer des centaines d'entreprises pour créer de la richesse. 25 000 emplois, 11 400 habitants et 5 400 nouveaux logements sortiront de terre à l'horizon 2026. Le lancement des travaux anticipés permettrait de réaliser des économies. Nous profitons de l'activité du chantier de la ligne 2 pour baisser le coût de réalisation de la ligne 3 de 76 millions d'euros à 56 millions d'euros. Alors que si nous la réalisons après, le coût sera beaucoup plus important. Le financement de ce nouveau chantier devrait se faire sans avoir recours à l'emprunt. L'État, la région et le département ont déjà accordé 15,5 millions d'euros de subventions. La mairie s'engage aussi à contribuer à hauteur de 15 millions d'euros. Les 25 millions d'euros restants à la charge de la métropole seraient financés grâce à la réalisation d'économies sur le chantier de la ligne 2 et les ventes de foncier. Un financement et un tracé pour cette ligne 3 qui semble faire consensus. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. La ligne 3, elle, ne coûte pas très cher parce que de toute manière, l'essentiel a déjà été fait dans le cadre du percement de la voie des 40 mètres. Le problème n'est pas à la ligne 3 où il y a beaucoup d'argent, c'est sur la ligne 2 parce qu'il a choisi l'option souterrain que j'ai combattue et dont je considère toujours que c'était une mauvaise option. Les conditions d'abonnement et de tarification doivent rester inchangées. Une initiative en faveur de l'environnement qu'on aime bien dans le JT des territoires. Le compost au pied des immeubles. Le syndicat mixte départemental des déchets ménagers et assimilés des Vosges lance sur 25 sites pilotes, dont celui du quartier des Folies à Charmes, le compostage partagé au pied des immeubles. À Épinal, Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Prenez-le, n'ayez pas peur. Hop, venez. Donc vous allez pouvoir verser vos épluchures dans le bac. Thomas et Jérémy ont été les premiers à utiliser symboliquement ce bac à compostage. 3 bacs plus exactement qui ont été installés dans ce quartier HLM à Charmes. Choisi par le syndicat mixte départemental des déchets ménagers et assimilés des Vosges, avec le SICOVAD et le bailleur social Vosgelis, pour être un des 25 sites pilotes dans le département à pratiquer le compostage partagé au pied des immeubles. Quand on est en habitation individuelle, si vous voulez, chacun peut avoir son bac à compost chez lui. Or ici, en habitat collectif, ils n'ont pas cette possibilité-là. C'est pour ça qu'on va leur donner ces bioseaux qui va leur permettre de collecter leurs épluchures. Et quand on descend, au même titre qu'on va mettre les ordures ménagères dans le bac de collecte, on peut venir mettre donc tout ce qui est biodégradable ici. Cette action éco-citoyenne vient s'ajouter aux opérations de nettoyage régulièrement réalisées par les enfants dans ce quartier. Un quartier qui possède également un jardin qui profite aux familles. L'association des habitants a souhaité rajouter un maillon avec ce projet de compostage. Je pense que ce quartier, les gens aiment, ils vivent et ont envie de le maintenir en bon état et qu'il soit agréable en tout cas. C'est un pari pour un quartier HLM, mais a priori ça va marcher. Voilà. Puis on y croit. Tout ce qui est en amont du repas, donc surtout les épluchures, les marcs de café, les sachets de thé également. Et dans 6 mois environ, le temps pour la nature de faire son œuvre. L'engrais sera disponible pour le jardin ou les balconnières des habitants. Les bioseaux ont été distribués et 2 animatrices du centre social formées auront la responsabilité du site. Insolite, le baby-box à la française. Faire dormir son nouveau-né dans une boîte en carton améliorée. Une pratique largement répandue en Finlande et qui commence à faire son apparition en France. Développée par 2 Bordelais, la baby-box à la française est assemblée en Gironde. Sandrine Mancipose pour TV7 à Bordeaux. C'est dans un drôle de lit qu'Abel s'apprête à faire un petit somme, une boîte en carton aux dimensions parfaitement adaptées à la taille du bébé, un cadeau de naissance auquel les jeunes parents n'auraient pas forcément pensé et qui a pourtant parfaitement trouvé sa place dans leur quotidien. Je l'utilise comme berceau et je l'emmène un peu partout avec moi, dans la maison, parce qu'un bébé au début on a envie de l'avoir près de soi. Voilà, donc au départ dans la chambre à côté du lit par terre, et puis maintenant elle est dans le lit d'Abel, qui est un lit qui fait 70 par 140 et un petit bébé dans un grand lit, c'est vite perdu. Donc finalement, c'est vachement bien de pouvoir l'aider à s'adapter à sa chambre et à son grand lit.
La babybox, un concept tout droit venu de Finlande. En 1938, le gouvernement décide de procurer aux femmes enceintes dans le besoin un drôle de cadeau, une boîte en carton où faire dormir leur nouveau-né. 11 ans plus tard, l'initiative est étendue à l'ensemble des jeunes mamans et aujourd'hui ce sont 95% des bébés finlandais qui dorment dans une babybox. Une boîte en carton qui permettrait même de réduire le nombre de cas de mort subite du nourrisson. C'est en lisant par hasard un article sur le sujet que Nicolas décide de développer le concept en France. J'ai trouvé le concept vraiment rigolo et utile. Ça apporte un espace sain, rassurant, écologique, avec juste le nécessaire pour que le bébé puisse passer ses nuits et se reposer. Les babybox, qui est aussi très intéressant, le concept, c'est que c'est aussi un trousseau de naissance avec tout le nécessaire demandé par les maternités. Convaincu que le concept peut trouver son public en France, en 2016, il se lance dans l'aventure avec son frère. L'idée, c'était vraiment d'y apporter notre propre vision. L'idée d'un couffin qui soit entièrement sain, avec des textiles qui soient bio, le tout fabriqué en France, assemblé à Bordeaux. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. En un an, les deux frères ont déjà vendu une centaine de babybox à la française. Des projets plein la tête, ils espèrent que le savoir-faire français permettra à leur babybox de dépasser les frontières. On termine ce journal avec une découverte, un manuscrit du 9e siècle, 1200 ans dans les archives du diocèse de Lyon et un état de conservation étonnant. Reportage de Bertrand Frachon pour Télé Lyon Métropole. Ce manuscrit a été découvert dans le cadre de la préparation du déménagement des archives diocésaines de Lyon et plus largement de l'archevêché qui a quitté le site de Fourvière pour s'installer à Saint-Irénée fin 2015. C'est une découverte exceptionnelle, un manuscrit de 1200 ans qui dormait oublié dans les archives du diocèse. Le parchemin et l'encre utilisées sont dans un état de conservation étonnant. Il a pu traverser tous ces siècles-là en étant assez peu détérioré finalement par rapport à ses conditions de conservation. Il a nécessité quand même pas mal de restauration parce qu'il a été déchiré quand même et il était devenu assez sec. Donc on ne pouvait plus le manipuler de façon souple comme vous avez pu nous voir faire tout à l'heure. Et effectivement c'est très résistant. C'est d'ailleurs pour ça que vous nous voyez le manipuler sans gants parce que les gants abîment plus qu'ils ne protègent les archives. Rédigé en latin, ce parchemin témoigne des décisions juridiques de l'Église à l'époque des Carolingiens. Ce qui nous apprend, c'est que on a une nouvelle trace donc de ce grand scriptorium du 9e siècle. Comme on l'a dit, Lyon au 9e siècle, c'est un grand centre intellectuel, notamment grâce à ce qu'on appelle le scriptorium de Florus, l'atelier d'écriture qui a produit de nombreux textes de loi. Donc on en apprend plus grâce à ce texte sur la législation canonique de l'époque de Charlemagne. L'ouvrage d'une valeur patrimoniale inestimable sera numérisé et restera accessible pour les chercheurs. Fin de ce journal des territoires, préparé par Soumaya Benaïssa, la rédactrice en chef de Territoire d'Info. Dans un instant, on va rejoindre d'ailleurs Jean-Pierre Vacher, le directeur général de Télé Lyon Métropole. Vous venez de voir un sujet à l'instant, ainsi que Nathalie Moret et Julien Sartre pour le débat des éditorialistes. Mais tout de suite, la une de vos quotidiens régionaux aujourd'hui. On commence bien sûr avec les unes politiques. Pour la Dépêche, c'est le Fillon Gate. La facture s'alourdit. Perquisition hier à l'Assemblée nationale et nouvelle révélation embarrassante du canard enchaîné aujourd'hui. Nathalie Moret du Progrès de Lyon était à l'Assemblée nationale. On la retrouve dans un instant. Dans le Midi Libre, François Fillon, l'étau se resserre. De nouvelles révélations du canard enchaîné font état de plus de 900 000 € perçus par l'épouse du candidat de droite à la présidentielle pour des emplois soupçonnés d'être fictifs. Et deux de ses enfants, vous le savez, auraient reçu 84 000 € à tous les deux. Ces élus qui préfèrent travailler en famille, en Loire-Atlantique, seule une députée travaille avec sa fille pour assistante parlementaire. Mais il n'y a pas si longtemps, certains salariés, leur femme ou un enfant. Et ce matin, justement, beaucoup de unes sur le travail. Avec Centre Presse, le journal de l'Aveyron, enjeu de taille pour Bosch et Sam. 2017 sera une année charnière pour les deux fleurons de l'industrie automobile aveyronnaise, confrontés à des problématiques bien différentes. Plus de 2200 emplois sont en jeu pour la Charente
ventes libres, de bons signaux pour les entreprises, moins de liquidation d'entreprises et plus de création en 2016. Les clignotants repassent au vert pour l'économie charentaise, même si la prudence reste de mise. Pour le Courrier de l'Ouest à Angers, vague d'embauche dans la métallurgie, dans le Maine-et-Loire, à l'instar de l'usine de camions Scania. Les entreprises de la métallurgie ont réalisé plusieurs centaines de recrutements en 2016. Le secteur emploie 19 000 salariés en Anjou. Pour le Petit Bleu d'Agen, Agropole, notre Silicon Valley à nous, c'est des trophées qui ont été remis et qui récompensent les dernières innovations des entreprises de la technopole agroalimentaire, des produits axés sur le bio, c'est à la mode, et qui déconcertent comme le vin sans alcool, mais surtout la pâtisserie sans œufs ni lait. À Agen, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. La Voie du Nord, question de survie, c'est le monoxyde de carbone qui est en jeu après le décès d'une seconde victime liée à une intoxication à Lille. Faut-il des détecteurs partout, pose comme question la Voie du Nord. Pour l'éclair, c'est le réchauffement climatique dans l'agglo de Pau. Aussi, la température moyenne a augmenté de 1 degré en 50 ans. Et c'est dans l'éclair. Et c'est dans l'actualité également, vous le savez, ces problématiques climatiques. Et dans la Provence, on termine par une une sportive et sympa. L'OM a mangé du lion. La une est amusante. OM2, OL1 après prolongation et une belle photo à la une de la Provence. Ce match. Voilà. On va passer maintenant à balayer notre temps qui arrive avec l'actualité de la politique, des territoires aussi, puisque j'accueille Jean-Pierre Vacher, le directeur général de Lyon Métropole. On en a parlé tout à l'heure, on a passé des sujets de votre télévision dans le Journal des Territoires, qui est une télé TNT. Donc du Rhône, on va en parler tout à l'heure. Julien Sartre du Quotidien de la Réunion. Bonjour, vous écrivez pour ce journal et on est content dans Territoire d'Info d'accueillir des représentants des départements français d'outre-mer. Et puis Nathalie Moret du groupe EBRA. Bonjour. Du Progrès de Lyon et qui est avec nous sur ce plateau ce matin. Merci Nathalie. On appelle cela des rebonds politico-judiciaires. 7 jours après les premières révélations sur les emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon comme attachée parlementaire de son mari et comme salarié de la revue des Deux Mondes, le Canard enchaîné revient aujourd'hui sur l'affaire en affirmant que la somme perçue par Pénélope Fillon est plus importante et que ses 2 enfants auraient été rémunérés pour une somme totale de 84 000 €. Nathalie Moret, vous étiez hier à l'Assemblée nationale où des perquisitions ont été menées dans les bureaux du candidat et dans les services administratifs. Quelle ambiance chez les députés de droite, vous écrivez dans Le Progrès. Ils oscillent entre le doute, désormais de plus en plus fort, et je dirais la résignation. Tous sont complètement sonnés par les dernières révélations du Canard enchaîné. Et quand hier après-midi, j'avais trouvé un groupe, les Républicains, extrêmement soudés derrière son candidat, dont ils étaient tous persuadés que c'était le meilleur pour défendre leurs idées. Même les sarkozystes, je les ai trouvés très déterminés, très derrière leur Jacob, candidat. Notamment, le président du groupe. Christian Jacob, mais voilà, ils avaient trouvé... Très précis dans la défense. Oui, comme ça, puis ils avaient trouvé que leur candidat était très très bon lors du meeting, à juste titre d'ailleurs, de la Villette dimanche. Mais c'est vrai que les révélations d'hier du Canard les ont complètement sonnés. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et là où je voyais un député hier après-midi qui me disait « il faut y aller, il faut que notre candidat soit plus sur le terrain des idées, à défendre son programme, qui est le seul qui vaille face à celui de Emmanuel Macron et à celui de Benoît Hamon. » Et ben là, hier soir, il me disait, ça y est, là maintenant, ça va être très très difficile parce que c'est plus sur le terrain judiciaire que ça se passe désormais, mais sur le terrain politique. Alors, je le disais, vous étiez à l'Assemblée nationale hier. Est-ce que cette perquisition était visible? Est-ce que vous avez entendu parler, ils étaient dans les murs, mais est-ce qu'on voyait des policiers? Non, absolument pas. C'était vraiment dans l'enceinte du bureau là où se trouve le bureau de François Fillon. Et à part la presse qui était devant, et les camions télé, c'était absolument pas visible. Par contre, ça se sentait, il y avait une ambiance très très lourde dans les couloirs de l'Assemblée. Alors, dans Le Progrès, toujours, un de vos articles note aussi une ambiance particulière chez les socialistes et à gauche, où on entend parler de droit de retrait de certains élus par rapport à la candidature de Benoît Hamon. C'est drôle parce que j'ai beaucoup pensé hier à la phrase de Manuel Valls qui, dimanche soir, disait « Attention, les germes de la décomposition politique sont ici maintenant réunis, que ce soit à droite et à gauche. » Et hier, c'était l'illustration dans les couloirs de l'Assemblée nationale, à la fois à droite, parce qu'on vient d'évoquer, et à gauche, puisque effectivement un certain nombre de députés valsistes disent clairement qu'ils ne soutiendront pas Benoît Hamon lors de la campagne
présidentielle. Il faut quand même se mettre un petit peu à leur place. Hein. Ils ont Hamon, tout voté. le frondeur face à la fronde, c'est ça. votre titre. Oui, en fait, ils ont tout voté. Ils ont tout voté. Ils ont voté tout sur mais vraiment sans rechigner, parfois en faisant un peu la tête, mais ils ont tout voté. Et là, ils se trouvent à défendre quelqu'un qui a signé une motion de censure contre le gouvernement Valls. Pour eux, c'est impossible. Et là, pour l'instant, il y a une vingtaine de députés qui ont signé cette tribune et 4 d'entre eux sont déjà allés chez Macron. À mon avis, ce n'est pas fini. On passe du Progrès de Lyon à Télé Lyon Métropole. Emmanuel Macron, justement, va tenir un meeting ce week-end de grande importance à Lyon, mais c'est pas le seul. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon et bien entendu TLM, votre chaîne, va retransmettre ces meetings. Voilà, on sera présent bien sûr pour retransmettre ces 3 grands meetings. Donc Emmanuel Macron avec Gérard Collomb qui est à la manœuvre et qui est très depuis présent. Le départ, on peut lui reconnaître ça. Qui a passé sa journée de samedi à tracter avec les marcheurs. Le maire lui-même Oui, le maire lui-même. Et puis dimanche, donc Marine Le Pen, convention présidentielle, le lancement officiel de sa campagne. Et puis Jean-Luc Mélenchon qui sera présent à Lyon, mais comme il l'a dit par hologramme aussi à Paris. Donc c'est un week-end très, très politique, effectivement. Et TLM sera présent. Il va organiser quelques 7 heures de direct sur ces différents meetings. Sur le travail de Gérard Collomb, il y a ce qui se voit et sa volonté de faire une démonstration de force avec le meeting du Palais des Sports. Et puis, je dirais, il y a aussi tout le travail qui fait de façon de fond par derrière sur les élus. Il est déjà dans la préparation des contacts avec les élus pour les parrainages et déjà les investitures. Lyon, capitale politique du pays pour un week-end, c'est ça? Oui. Et puis, on évoquait les députés socialistes qui sont en train de passer pour certains dans le camp d'Emmanuel Macron. À Saint-Étienne, par exemple, le sénateur, l'ancien maire Maurice Vincent, Jean-Luc Gagnère, ouvertement sont passés chez Emmanuel Macron. Pourquoi une concomitance de meetings comme ça à Lyon? C'est quoi, un hasard du calendrier ou c'est parce que Nathalie Moret dit non? Alors, on savait dès le départ qu'il y avait la convention présidentielle de Marine Le Pen et on savait qu'Emmanuel Macron devait venir à Lyon. Il était venu sans être encore officiellement candidat et on savait que la volonté de démonstration de force de Gérard Collomb... Une aubaine pour TLM, hein? Oui. Et bien, donc plus de 7 heures de direct sur la chaîne 30. On sera très heureux d'offrir ça aux téléspectateurs. Chaîne 30, TLM, ce week-end, les meetings politiques. Et visible dans toute la France sur les box, évidemment, chaîne 30 également. Merci beaucoup Jean-Pierre Vacher, directeur général de Télé Lyon Métropole. Julien Sartre, avec vous, La Réunion, le quotidien de La Réunion. Alors, réunis à Paris, les patrons des Dom-Tom se sont réunis au siège du MEDEF, les patrons du business en Dom-Tom, au siège avenue du Bosquet du MEDEF, la semaine dernière, pour présenter un ouvrage intitulé Outre-mer 2020. Qu'en est-il? Eh bien, c'est une première. En tout cas, ils le mettent en avant de cette façon. Pierre Gattaz, le président du MEDEF au niveau national, a réuni tous ses correspondants, en quelque sorte, dans les Outre-mer. Et ils ont synthétisé un certain nombre de propositions, un certain nombre de demandes. Ce sont même des revendications. Ils sont prêts pour la présidentielle, oui, vous dites. En fait, ils vont se servir de cet ouvrage et de ces propositions qui ont été rassemblées dans le texte pour plaider leur cause auprès de tous les candidats à la présidentielle, quels qu'ils soient. Tous ceux qui accepteront de les recevoir se verront évoquer les sujets ultramarins. Alors les causes, c'est la baisse des impôts, baisse des charges. Globalement, c'est ça. En fait, c'est le premier point commun entre tous les territoires qui sont très divers. Ça va de la Nouvelle-Calédonie à Mayotte, en passant par la Martinique, la Guadeloupe et bien sûr la Réunion. Et ils demandent une zone franche globale, une exonération totale de charges sociales notamment, et pour faire ce que Pierre Gattaz appelle une révolution, pour être business friendly, c'est son discours aussi au niveau national, et favoriser ami des affaires, ami du business. Voilà, c'est ça. Il demande aussi une simplification, une accélération des agréments fiscaux. Mais beaucoup de choses ont été faites durant ce quinquennat et ça se voit pas trop, hein, c'est ça l'idée du papier aussi. C'est ça, oui. C'est un peu le paradoxe en fait. C'est la question que j'ai posée à Pierre Gattaz, c'est la révolution, est-ce que c'est plus de la même chose? Et finalement, c'est le paradoxe du MEDEF qui demande toujours plus de baisse d'impôts, de simplification, alors que jusqu'ici, la courbe du chômage ne s'est clairement pas inversée outre-mer. Merci beaucoup Julien Sartre d'être sur ce plateau pour parler des patrons dans les Dom-Tom, les patrons des Dom-Tom prêts pour la présidentielle. Voilà, et vous étiez sur ce plateau pour le quotidien de La Réunion. Merci Jean-Pierre Vacher de Télé Lyon Métropole et merci Nathalie Moret du Progrès de Lyon. On passe à la météo des territoires dans un instant. La météo vous est présentée par Terroléo Pro avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà Julien Sartre du quotidien de La Réunion, entre 27 degrés et 30 degrés à La Réunion. Ça fait rêver, on passe aux Zappélisés, le premier zapping politique des matinales d'info. On regarde ensemble. À peine élu pour représenter le Parti socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon, ancien frondeur, doit à son tour faire face à la fronde. C'est vrai que ce qu'on a entendu pendant la primaire et ce qu'on entend aujourd'hui même encore de Benoît Hamon nous inquiète. On ne met pas en cause la personne de Benoît Hamon, avec lequel moi j'ai travaillé sur les sujets internationaux. Mais son programme n'est pas acceptable, n'est pas vendable, n'est pas défendable. Ce n'est pas Manuel Valls qui est derrière tout ça. Nous étions un groupe de réformateurs à l'Assemblée nationale qui était adhérents d'aucune écurie, on avait bien tenu à le préciser. Je leur demande un peu de cohérence. Quand on s'est engagé dans le processus des primaires, on s'est engagé à choisir un candidat ou une candidate parmi 7 et une orientation. Certains réclament un droit de retrait de la campagne présidentielle sans attendre. D'autres ont carrément décidé de rejoindre Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous dites aux députés socialistes qui soutenaient Valls et qui partent chez Emmanuel Macron aujourd'hui? Mais qui, quoi, comment? Là, j'ai l'impression qu'on est en train de gonfler quelque chose qui, pour le moment, n'est pas très avéré. Seul Emmanuel Macron est en capacité de faire barrage à Marine Le Pen et à François Fillon. Il est 21h30 hier soir en plein cœur de Paris. Pénélope et François Fillon rentrent à leur domicile. Monsieur Fillon, comment s'est passée l'audition ? Il est déjà heureux d'avoir pu rétablir son honneur et celui de sa femme face à toutes les inepties qui ont pu être écrites ces derniers jours et face aux accusations assez dégueulasses qu'on a pu lire parfois dans les médias. Le Canard enchaîné, à paraître demain, révèle que Pénélope Fillon a perçu un total de 900 000 € pour ses emplois d'attaché parlementaire et à la Revue des Deux Mondes. Jamais, à moins de 3 mois d'une élection présidentielle, une opération d'une telle ampleur et aussi professionnelle n'a été montée pour essayer d'éliminer un candidat autrement que par la voie démocratique. Et s'il fallait lui trouver un remplaçant? Dans les coulisses, à droite, les mots sont désormais lâchés par certains. Je ne vois pas comment il pourrait s'en sortir, nous dit un élu. Des messages inquiets d'électeurs qui nous disent où est le Nord ? Que faut-il faire? Nous sommes même désarçonnés. Les regards se tournent vers Bordeaux et beaucoup voient en Alain Juppé la solution. À chaud, il a dit non, mais je le vois mal refuser si c'est lui le recours, nous confie un très proche. On est très mal, je suis désolé de vous le dire, on est effectivement très mal. Moi j'ai un tas de SMS qui arrivent ou de mails de militants de base, pour le député de base que je suis, qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait? Puisque vous allez vous présenter. La situation est extrêmement grave et dans les jours que je viens d'indiquer, à l'horizon que j'ai indiqué, mi-février, j'ai une seule certitude. Je ferai ce qu'il faut pour que la France s'en sorte. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité de Territoire d'Info aujourd'hui, c'est Annick Girardin. Bonjour. Vous êtes ministre de la fonction publique et vous êtes l'invité de Territoire d'Info sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Là, vous interviewez à mes côtés ce matin Michael Zamès de Public Sénat et Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Annick Girardin, ce sont des sommes importantes, 900 000 € pour Pénélope Fillon, 84 000 € pour ses enfants. Est-ce que François Fillon peut s'en sortir ? Alors d'abord, moi, je ne commente jamais des affaires quand elles sont en cours ou en instruction, comme c'est le cas. Ce que je crois qu'il faut dire, c'est que les Français ne supportent plus d'avoir un discours, que les politiques aient un discours moralisateur et qu'à côté, ils ne soient pas exemplaires. En même temps, je voudrais rappeler que ces situations, aujourd'hui, ne sont plus possibles. Je rappelle la loi qui a été prise par ce gouvernement en 2013 sur la transparence de la vie publique. Aujourd'hui, si un citoyen veut savoir qui est employé par son parlementaire, qu'il soit sénateur ou député, en 2 clics, il le sait. Donc il faut effectivement il faut rappeler que ce n'était pas illégal. Il faut rappeler que ce n'était pas illégal à l'époque. Ce n'était pas illégal. Alors qu'est-ce qui choque les Français selon vous? Ce qui choque le Français, c'est le discours d'un politique moralisateur. C'est effectivement ce qu'a fait François Fillon. Et puis après, un certain nombre d'accusations
attention, qui sont portés par la presse. Je crois que c'est un vrai rejet du coup de la classe politique qu'on va finir par, qui est déjà existante, mais qu'on va finir par conforter. Et puis une fuite des électeurs vers les extrêmes. Et je crois que tout ça est véritablement inquiétant. Mais je veux redire ici que cette transparence de la vie publique, c'était une vraie bonne décision. C'est une vraie bonne décision. Et ce n'est plus possible aujourd'hui. Ce qui était possible ne l'est plus aujourd'hui. Ne l'est plus, ou du moins, de toute façon, le citoyen le sait, puisqu'il y a transparence. Et moi, j'ai voulu aussi qu'on l'étende à la fonction publique. Cette exemplarité. Il y a des quotidiens ce matin, et je pense au quotidien L'Opinion, qui dit qu'il aurait menti en direct et il le compare à Jérôme Cahuzac. Est-ce que vous faites cette comparaison ? Je crois qu'il est un peu facile de faire de sortir toutes ces phrases, de faire ces comparaisons. Monsieur Fillon, comme Monsieur Cahuzac a dû le faire en son temps, répondra et se défendra. Et nous verrons bien s'il y a une suite. Quand on se présente à la présidentielle, quand on se présente devant tous les Français, il vaut mieux être exemplaire. Annick Girardin, êtes-vous pour interdire aux parlementaires de faire travailler du coup des membres de leur famille? Est-ce qu'il faut modifier le règlement de l'Assemblée? Vous savez, le règlement de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ils ont été souvent changés, modifiés, parce que la société n'accepte pas un certain nombre de faits, parce que des choses... on a estimé qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus fonctionner de la même manière. La transparence est là aujourd'hui. On peut aller plus loin. Mais il n'y a pas une dictature de la transparence aussi? Il n'y a pas une dictature de fait de la transparence? Oui, mais imaginons, nous les politiques, déclarant sur cette chaîne, et moi le faire, il ne faut pas de transparence. Oui, il faut une transparence. Moi, je l'ai demandé aussi dans la fonction publique. La fonction publique, les fonctionnaires que je défends, qui sont aussi attaqués d'ailleurs par M. Fillon, 500 000 fonctionnaires, on va y revenir. Moi, je voulais aussi une exemplarité. La loi déontologie qui, de l'an dernier, d'avril 2016, demande cette même exemplarité aux fonctionnaires. Nous devons justifier de l'utilisation de chaque euro aux citoyens, ensuite de juger. Marine Le Pen de rembourser 300 000 euros à Bruxelles, sous demande du Parlement européen. Là aussi, vous dites qu'il faut être exemplaire? Oui, mais tout à fait. Et on voit bien d'ailleurs que les décisions qui ont été prises au niveau européen n'ont pas évité non plus un certain nombre de comportements. Il y a les règlements, il y a la transparence, les règlements des assemblées, la transparence, il faut pouvoir respecter le tout. Mais je crois honnêtement que toute cette transparence, il faut s'en féliciter, parce qu'aujourd'hui, le citoyen est informé. Il fera ses choix. Marine Le Pen dit je ne réponds pas à une injonction du Parlement européen, c'est pas une décision de justice. Est-ce que ça, il n'y a pas une certaine logique en même temps dans sa défense à elle? Oui, actuellement, il y a une logique dans sa défense. C'est sa manière de faire. Je crois honnêtement que dans cette période, de toute façon, nous allons sans doute peut-être avoir encore d'autres révélations. C'est aussi le jeu de toute élection aujourd'hui. Vous parliez des fonctionnaires tout à l'heure. Chez les proches de François Fillon, on estime que Bercy, alors Bercy ça veut tout dire et rien dire, pourrait être un petit peu le pourvoyeur d'informations. C'est la revanche des fonctionnaires? Je ne crois pas. Vraiment, je ne sais pas et je ne crois pas. Enfin, le fonctionnaire, il a été effectivement aujourd'hui par François Fillon attaqué dans sa raison même, dans son action, dans le sens, dans son engagement. 500 000 fonctionnaires, c'est une aberration, la proposition de François Fillon. Alors, François Fillon justifie, et son équipe justifie effectivement ces 500 000 fonctionnaires par le nombre de départs à la retraite dans les 5 ans à venir, puisqu'il y a 560 000 départs à la retraite de prévus dans les 5 prochaines années. Mais en même temps, parce que c'est important qu'on parle du projet de François Fillon, en même temps, François Fillon rajoute 3 ans d'exercice aux fonctionnaires, ce qui fait qu'il n'y aura pas dans les 5 ans à venir 560 000 départs, mais il en reste que 230. Ça veut dire que son programme est inapplicable tel qu'il l'explique. Ça veut dire que son programme, c'est un plan, tout simplement, de licenciement de toute la fonction publique, où il souhaite garder que le régalien. C'est un plan caché que vous nous dites aujourd'hui? Dans les explications qu'il donne, qui sont totalement floues et qui ne correspondent pas aux chiffres que l'on peut avoir, nous voyons bien qu'on a un plan qui consiste à dire on garde très certainement que les fonctionnaires qui sont dans des services régaliens, donc les ministères régaliens, qu'on peut penser que la territoriale sera largement attaquée, que l'hospitalière aussi. Et on voit bien que c'est notre modèle social qui est attaqué. C'est ce que moi je défends aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire quand même? Parce que 53% du PIB correspondent aux dépenses pour la fonction publique, c'est beaucoup plus que tous les autres pays européens. Peut-être, mais on est dans un pays où les Français réclament davantage de services publics. Et non, notamment mais il y a peut-être un principe de réalité quand même, c'est extrêmement coûteux. C'est coûteux.
d'éduquer les enfants. C'est coûteux de soigner les Français. C'est coûteux de les défendre. Mais oui, là, aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on ne parle plus du fonctionnaire autrement que, ou qu'on en parle autrement que en nombre ou en coût. Les Français veulent plus de services publics. Et c'est normal. Les Français veulent qu'on réponde à leurs besoins. Et pour cela, il faut des fonctionnaires. Par contre, attention, regardez ce que ce gouvernement a fait. Des fonctionnaires, nous les avons renforcés en nombre à l'éducation, à la justice, à la police, dans la santé, là où les besoins étaient importants. Mais la droite ne dit pas l'inverse, simplement il dit de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 et ceux qui partent à la retraite. Oui, mais c'est pas possible dans les calculs que je vous ai dit. Donc on a bien, à un moment donné, un plan de restructuration de la fonction publique. Mais je crois qu'un prochain quinquennat doit démarrer sur un grand rendez-vous avec les organisations syndicales, avec les Français, sur qu'est-ce qu'on veut comme service, qu'est-ce qu'on veut comme service public demain, quelle fonction publique, une fonction publique qui peut relever les défis du XXIe siècle. La France, elle change, le monde change, la France change, et la colonne vertébrale de cette République, que sont effectivement les fonctionnaires, doivent aussi se moderniser et se changer. Merci, c'est Annick Girardin donc, qui est l'invitée de Territoire d'Info ce matin. Annick Girardin, justement, que pensez-vous de Benoît Hamon, le candidat que se sont choisis les socialistes et la gauche à l'élection présidentielle? Est-ce que vous allez le soutenir, justement? Alors nous sortons de primaire et chacun sait que moi j'ai soutenu le candidat Manuel Valls. Non mais maintenant, non mais je dis quand même que je tiens effectivement aujourd'hui à remercier et à adresser toutes mes pensées amicales. La suite des primaires. Voilà. Je suis une radicale de gauche. Oui. Mon parti rencontre en ce moment, hier Sylvia Pinel, la présidente, a rencontré Benoît Hamon. Il revient à Benoît Hamon aujourd'hui de faire le rassemblement. Et pour rassembler, il faut discuter, il faut débattre, il faut élargir le projet. Les PRG aujourd'hui ont besoin d'éclaircissements sur le projet européen de Benoît Hamon qui ne correspond pas à notre vision de l'Europe, sur la laïcité. Allez-vous le soutenir? Alors c'est une décision qui sera collective et c'est important. Moi je tiens à ce que nous puissions associer le collectif dans notre parti pour décider de ce qui sera Mais la tendance c'est quoi? C'est quoi la tendance? Le 7 février, donc sous peu. La tendance dans votre parti c'est quoi? La tendance dans notre parti, c'est de savoir quel sera le projet porté demain par François Hamon. En même temps, moi je suis très très claire. Il y a quelques militants et il y a quelques parlementaires qui ont aussi fait le choix de rejoindre le candidat Macron. Donc il y a un débat au sein du PRG. Le nier, ce serait totalement anormal. Vous vous sentez plus proche de Benoît Hamon ou d'Emmanuel Macron? Alors, clairement, on a un parti qui s'est engagé dans des primaires. On a une candidate qui a pris un engagement. Il y a 2 noms, il vous a posé 2 noms, Michael Zamès. Tout à fait, qui a pris un engagement et nous devons effectivement, avec Benoît Hamon, débattre de son prochain projet et en débattre ensuite au sein du Bureau national et avec les militants. Il y a un candidat également, Macron. Moi, j'ai été au gouvernement avec les deux. Moi, j'estime que les deux, que ce soit effectivement Emmanuel Macron ou que ce soit Benoît Hamon, ont le même devoir que moi, c'est-à-dire de défendre ce quinquennat. Et qui défend le mieux le quinquennat aujourd'hui, Emmanuel Macron ou Benoît Hamon? Alors aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils sont un peu à égalité. Donc défendons ce bilan parce que moi je suis fière de ce que les ministres de mon parti ont pu faire dans ce gouvernement. On se doit de le faire. Ne pas le faire, c'est ne pas être honnête envers les Français. C'est ne pas dire qu'on a participé à ce gouvernement, participé à un certain nombre de travaux. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a reçu Benoît Hamon, lui. Mais c'est normal. Annick Girardin, c'est le candidat du PS. Christine Taubira est PRG comme vous, et elle se dit atterrée par la popularité d'Emmanuel Macron sur les jeunes esprits. Est-ce que vous êtes atterré par cette popularité? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le programme d'Emmanuel Macron, puisque vous nous dites finalement que votre cœur balance entre j'ai jamais dit que mon cœur balance. J'ai dit que j'ai travaillé avec les deux. C'est qu'aujourd'hui, on regarde effectivement à voir comment, avec Benoît Hamon, nous pouvons travailler et porter sa candidature. Je dis aussi que je ne fais pas partie de ceux qui estiment ou qui ont oublié qu'Emmanuel Macron a aussi gouverné avec nous, était membre de ce gouvernement, était conseiller de François Hollande. Il y a un moment où il faut effectivement choisir. Mais il faudra choisir. Mais pourquoi voulez-vous que moi, aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est mon parti politique. Et mon parti politique, je souhaite effectivement qu'il porte une seule candidature, et je souhaite officiellement, et je souhaite effectivement que l'on puisse y arriver. Et ça demande du temps. Pourquoi voulez-vous une réponse aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne aujourd'hui dans le programme d'Emmanuel Macron?
dans le programme d'Emmanuel Macron ou dans les dires d'Emmanuel Macron sur la question de la laïcité. Et d'ailleurs, on a le même questionnement sur Benoît Hamon. Ce n'est pas exactement ma vision de la laïcité. Sur la partie, on va dire, accompagnement social ou fonction publique. Je n'ai pas suffisamment de réponses aujourd'hui dans le programme de M. Macron. J'ai des réponses effectivement du côté de Benoît Hamon qui a la même vision de la fonction publique, des services publics, de cet engagement, de ces réponses qu'on doit aux Français qui sont les miennes. Donc voilà. Mais je ne sais pas pourquoi vous voulez que je vous dise aujourd'hui quel sera mon choix, puisque je vous le redis, je suis quelqu'un qui fait partie d'un parti politique, et c'est pour moi important la vie des partis politiques. Et pour cela, pour que ce parti politique continue à vivre, à se faire entendre, nous sommes des progressistes. Dans quel délai, juste après il faut qu'on prenne le temps instances de débattre entre nous. Dans quel délai? Annick Girardin. On se voyait le 7 février, c'est quand même après demain. le 7 février. Annick Girardin, dans le programme de Benoît Hamon, vous adhérez, les 32 heures, le revenu universel? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai parlé de la vision de la fonction publique et des services publics. Nous avons effectivement une vraie question sur les 32 heures. Vous savez que le Parti radical de gauche a un projet qui a été présenté, économique, d'accompagnement des petites entreprises. Les 32 heures ne sont pas au rendez-vous ou ne sont pas dans les propositions aujourd'hui des radicaux et ne l'ont jamais été. Et donc c'est effectivement une différence entre le projet de Benoît Hamon et celui des radicaux de gauche. Michaël Girardin, vous êtes invité ce soir à débattre au Sénat d'une question. Faut-il supprimer l'ENA, c'est l'École nationale de l'administration? Alors, il faut la supprimer l'ENA? Alors non, je dirais ce soir non. Ouais. Mais il y a tout un débat. Il y a l'ENA, qu'on a oublié où on a oublié de regarder les réformes qu'aujourd'hui a connues l'ENA, cette école que nous envie beaucoup. Moi, j'ai été secrétaire d'État au développement, j'ai fait plusieurs tours du monde et je peux vous dire que notre école, elle nous est enviée. Et d'ailleurs, elle travaille largement avec l'international et beaucoup ont reproduit ce modèle. Mais nous parlerons bien sûr des modes de recrutement, de la formation et de la sortie de l'ENA ce soir, pendant de nombreuses heures. Donc je vous invite à les suivre. Annick Girardin, qui est l'invitée de Territoire d'Info. Vous êtes issue d'un territoire magnifique, d'ailleurs Saint-Pierre-et-Miquelon, on en a parlé tout à l'heure dans la météo des territoires. Est-ce que vous avez peur, parce qu'on a un bien commun avec le Canada et les États-Unis, est-ce que vous avez peur là aussi que Donald Trump n'agisse dans le sens qui ne vous convient pas sur Saint-Pierre-et-Miquelon? Alors, il y a une inquiétude. Aujourd'hui, Saint-Pierre-et-Miquelon... Parce que les eaux territoriales sont un véritable enjeu économique. Tout à fait. Dans un bassin maritime avec des enjeux, avec le Canada, avec les États-Unis, et que ce qui se décide au Canada en matière de politique, toutes les politiques au Canada ou aux États-Unis peuvent avoir une influence sur le territoire. Donc il est normal, quand on est un élu de ce territoire, qu'on regarde un peu plus finement ce qui peut être décidé aux États-Unis ou au Canada. Vous parlez des eaux territoriales, il y a effectivement des affrontements forts entre le Canada et les États-Unis sur ces questions. Donald Trump va remettre en cause le TAFTA, c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous? Alors moi j'étais assez opposée en l'état et tel que ça avait été négocié dans un premier temps sur cette négociation. Donc je crois effectivement que de toute façon, on ne serait peut-être pas allé au bout de ce débat, ou du moins pas avec ce qu'on avait mis dans cet accord de libre-échange. Mais au-delà de ça, un certain nombre de ces décisions choquent bon nombre de Français et bien sûr également mes concitoyens. Et je crois que le développement économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, il passe par son bassin maritime, il passe par ses relations avec ses voisins. Donc vous comprendrez mon inquiétude. Le mot peur est peut-être un peu fort. Merci Annick Girardin, ministre de la fonction publique, d'avoir été invitée de Territoire d'Info sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci à vous. Merci. Voilà, Annick Girardin, ministre de la fonction publique, quitte ce plateau, et Denis Jambas. Denis, ce matin, bonjour Cyril, fait son entrée. Bonjour Denis, et bonjour Yves Tréhard, directeur Cyril, de la rédaction du Figaro, d'être présent sur ce plateau ce matin. La dépêche titre « Le Fillon Gate, la facture s'alourdit ». Donc révélation du Canard enchaîné. En fait, ce sont les sommes là qui sont en jeu. Le Canard enchaîné affirme que Pénélope Fillon a travaillé en fait avant ce qu'il avait révélé la semaine dernière. Ouais. Ses deux enfants ont travaillé, je crois, pour une somme proche de 84 000 € pour les deux. Est-ce que François Fillon peut se sortir de cette nasse, Yves Tréhard ? Écoutez, ça va être très difficile pour lui. Bon, de deux choses l'une, de toute manière. Ou
la justice arrive à démontrer, ou plutôt il arrive à démontrer à la justice, mais c'est à la justice de démontrer en l'occurrence. Oui. Mais le temps judiciaire compte. Non, parce que vous avez vu que ça va très vite, ça va très très vite. Donc ils peuvent très bien dire dans l'heure qui suit, ou la semaine prochaine, ou dans 15 jours, bah écoutez, tout est réglementé, enfin tout est en règle, c'est bon. À ce moment-là, la campagne repart et puis il n'y a plus d'affaires. Ou alors, ça traîne. Hein, ou alors ils le mettent en examen, et là à ce moment-là il a dit lui-même qu'il se retirait, ou alors ça traîne, et à ce moment-là on se retrouve dans deux cas de figure. Il est quand même élu, ce dont je doute, et à ce moment-là il ne peut pas gouverner, parce qu'il n'aura aucune autorité pour réformer le pays, ou alors il n'est pas élu, et à mon avis c'est une vague qui risque d'emporter une grande partie du régime. On va arriver dans une crise de régime, avec une défiance qui va augmenter, qui va être énorme face au personnel politique, et je peux vous dire que tout responsable politique, de tout parti confondu, eh bien, ils auront intérêt à être nickel, parce que je pense que ça va dégager. Alors, les unes de la PQR étaient très claires ce matin pour le Midi Libre. C'est François Fillon. Les taux se resserrent, Denis Jeanbart. Bah oui, écoutez, jour après jour, on a de nouvelles révélations sur ce que gagnait son épouse. Mais au fond, c'est pas tellement la question du montant. C'est la question, a-t-elle vraiment travaillé ou pas? C'est à ça que s'attachent les juges aujourd'hui. Le montant choque beaucoup de gens. Non, mais le montant, il choque, Yves, mais il y a un règlement de l'Assemblée, j'ai regardé les rapports qui avaient été faits. On ne parle que du montant ce matin. Oui, mais on ne parle que du montant, mais c'est l'enrichissement sur en cause. Parce que je pense qu'il a respecté à peu près les règles. Il ne faut pas rémunérer plus de 50% du crédit que vous recevez, Quand on a un membre J'ai de sa regardé famille, ça, il me semble que là-dedans, il a à peu près respecté les règles. Mais c'est surtout a-t-elle travaillé, et visiblement, les enquêteurs n'arrivent pas à avoir la preuve du fait qu'elle avait travaillé. Et donc, c'est de l'abus de biens sociaux, de l'enrichissement sans cause, du détournement de fonds publics. Et donc, c'est sur ce terrain-là qu'elle est exposée, qu'il est exposé. Et le deuxième terrain, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que François Fillon a construit sa campagne des primaires sur le thème de la probité. Rappelons-nous tout ce qu'il a dit concernant Nicolas Sarkozy, etc., etc. Et aujourd'hui, ça se retourne en boomerang contre lui, mais avec une violence. Moi, sincèrement, je ne vois pas, sauf à apporter une preuve définitive, mais pas simplement devant les juges, devant les caméras de télévision, pour, comment dire, renverser soudain la table et dire « Ah bon, donc c'est vrai, voilà la vérité, etc. » Je ne vois pas comment il peut aller très loin. Enfin, à quelque chose, malheur est bon. Hein. C'est-à-dire que si effectivement, il était en impossibilité de se présenter parce que... ou alors s'il y avait le tribunal populaire qui disait, le tribunal de l'opinion publique qui dit on ne veut pas de lui, ça voudrait dire quand même qu'on est dans une période où la classe politique serait obligée de se renouveler complètement, qu'on en aurait fini avec peut-être certaines pratiques. Je pense que c'est un vœu pieux, parce que ça ne sera jamais le cas, il y aura toujours des combines, mais je pense que ça pourrait faire Ça n'a jamais soufflé aussi fort. Voilà, ça n'a jamais soufflé aussi fort. Et d'ailleurs, on devrait parler un peu plus de ce qui se passe au Front National aussi. Mais ça pourrait faire un coup de ménage, un coup de balai dans la classe politique qui serait peut-être pas inutile. Un petit mot quand même, Nathalie Moret du Progrès de Lyon était à l'Assemblée nationale hier au moment des perquisitions, de l'ambiance dans le groupe parlementaire chez les députés de droite. Oh bah, moi je l'ai dit depuis lundi dernier là, dans un éditorial sur Europe 1 que de toute manière ils étaient très inquiets, tous les élus. C'est les remontées du terrain. Bah, évidemment ils sont face, parce que maintenant ils jouent leur peau, eux. C'est-à-dire que Fillon... Les législatives. Bah, évidemment, ils jouent leur peau, et les législatives, s'ils sont pas... ils comptaient sur Fillon pour assurer leur réélection, parce que généralement, quand le président de la République est désigné, son groupe, je dirais, son parti est quasiment assuré d'une grande victoire aux législatives. Et là, évidemment, ils sont... On observe d'ailleurs la même chose à gauche, où aller pour assurer la suite. Voilà. Eh bien, merci de la transition. Vous êtes formidable, Denis Jeanbart. Bon, Benoît Hamon ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Annick Girardin, qui était notre invité ce matin, ministre de la fonction publique, PRG, radical de gauche, a refusé de répondre à Michaël Zamès et Véronique Jacquet, et a refusé de se prononcer pour Emmanuel Macron ou pour Benoît Hamon. Elle est symptomatique de ce qui se passe à gauche. Non, mais c'est normal qu'ils ne se prononcent pas encore, puisqu'ils ont participé à la primaire. Donc ils ont joué le jeu de la primaire. Donc la question c'est, que fait Hamon? Comment va-t-il rassembler son camp? Moi je pense qu'il y a peut-être une stratégie en deux temps. On l'a vu tendre la main à Mélenchon, à Jadot.
Je pense que Mélenchon ne lui serra pas, enfin peut-être lui serrera la main, mais ne renverra pas l'ascenseur et ira jusqu'au bout de sa démarche. À partir de ce moment-là, il a la possibilité de se recentrer et d'essayer de rassembler son camp. Ce qui s'est passé quand même d'important hier soir, c'est que Manuel Valls, réunissant ses troupes, leur a demandé de rester dans le Parti socialiste en disant c'est par là que passe l'avenir. Et je rappelle la main avec les 5 doigts comme ça dans 5 ans. Donc en réalité, c'est rendez-vous dans quelques semaines à l'issue de l'élection du premier tour de la présidentielle pour faire les comptes et voir qui va prendre le parti. Et Valls a intérêt à ce que tout le monde reste dedans pour que le parti ne se délite pas et ne passe pas chez Macron. Emmanuel Valls, Yves Tréhard a intérêt aussi à pas servir les intérêts d'Emmanuel Macron. Ah bah non, parce que à ce moment-là, ça veut dire qu'il embrasse son voleur. Donc ça serait compliqué, on n'a jamais vu ça. Non, alors les évangiles. L'analyse, oui, l'analyse. Bah oui, mais pour ça, il faut une belle âme. Il faut une belle âme. Il y en a en politique. Il en a peut-être une. Non, mais l'analyse de Denis me paraît assez juste. C'est-à-dire que, comme de toute manière, il est bloqué par Macron sur son couloir, il a intérêt à jouer la carte du Parti socialiste qui voulait tuer il y a 3-4 ans, comme quoi en politique la constance est une chose très importante. C'était une blague. Et effectivement, de parier sur peut-être la fébrilité ou la faiblesse de Benoît Hamon pour être le point d'équilibre de cette gauche qui navigue entre, on va dire, le centre-gauche et puis le Parti communiste, enfin, la gauche de la gauche. Et ça, c'est pas... Il est jeune, hein, Valls, hein, il peut encore, effectivement, en 2022, concourir. Non, mais les législatives sont dans toutes les têtes des soutiens des candidats à l'élection présidentielle. Et leur calcul, c'est quel est le meilleur moyen de se faire réélire. C'est pas sûr que ça soit en allant chez Macron. Le Parti socialiste, ça reste quand même une structure. Et c'est des gens qui sont implantés, qui ont toujours été... Vous parlez de machine électorale, c'est ça? Oui, c'est des machines électorales. Et en plus, Macron, il n'a pas intérêt à prendre tous ces gens-là. Macron, s'il veut continuer à garder son image, il faut qu'il fasse sortir et c'est ce qui va se passer. Je suis pas sûr que les ralliements qu'il soit en train de vivre soient de bonnes nouvelles pour lui. Non, non. C'est difficile à gérer. Et il va faire émerger des gens de la société civile qui vont briguer la députation. Et à ce moment-là, ces gens-là peuvent être populaires, justement, parce qu'ils sont nouveaux. Yves Tréhard, directeur de la rédaction du Figaro. Adjoint. Ah oui, très important ça. Ah oui, quand même. C'est pas un putschiste. Hein. Merci Denis et Jean-Bart, éditorialiste à Nice Matin à Sud Radio. On passe, si vous le voulez bien, tous les deux au zapping politique, le Zappélisé. À peine élu pour représenter le Parti socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon, ancien frondeur, doit à son tour faire face à la fronde. C'est vrai que ce qu'on a entendu pendant la primaire et ce qu'on entend aujourd'hui même encore de Benoît Hamon nous inquiète. On ne met pas en cause la personne de Benoît Hamon, avec lequel moi j'ai travaillé sur les sujets internationaux. Mais son programme n'est pas acceptable, n'est pas vendable, n'est pas défendable. Ce n'est pas Manuel Valls qui est derrière tout ça. Nous étions un groupe de réformateurs à l'Assemblée nationale qui était adhérents d'aucune écurie, on l'avait bien tenu à le préciser. Je leur demande un peu de cohérence. Quand on s'est engagé dans le processus des primaires, on s'est engagé à choisir un candidat ou une candidate parmi 7 et une orientation. Certains réclament un droit de retrait de la campagne présidentielle sans attendre. D'autres ont carrément décidé de rejoindre Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous dites aux députés socialistes qui soutenaient Valls et qui partent chez Emmanuel Macron aujourd'hui? Mais qui, quoi, comment? Là, j'ai l'impression qu'on est en train de gonfler quelque chose qui, pour le moment, n'est pas très avéré. Seul Emmanuel Macron est en capacité de faire barrage à Marine Le Pen et à François Fillon. Il est 21h30 hier soir en plein cœur de Paris. Pénélope et François Fillon rentrent à leur domicile. Monsieur Fillon, comment s'est passée l'audition? Il est déjà heureux d'avoir pu rétablir son honneur et celui de sa femme face à toutes les inepties qui ont pu être écrites ces derniers jours et face aux accusations assez dégueulasses qu'on a pu lire parfois dans les médias. Le Canard enchaîné à paraître demain révèle que Pénélope Fillon a perçu un total de 900 000 € pour ses emplois d'attaché parlementaire et à la Revue des Deux Mondes. Jamais, à moins de 3 mois d'une élection présidentielle, une opération d'une telle ampleur et aussi professionnelle n'a été montée pour essayer d'éliminer un candidat autrement que par la voie démocratique. Et s'il fallait lui trouver un remplaçant? Dans les coulisses, à droite, les mots sont désormais lâchés par certains. Je ne vois pas comment il pourrait s'en sortir, nous dit un élu. Les messages
inquiets de lecteurs qui nous disent où est le Nord ? Que faut-il faire? Nous sommes même désarçonnés. Les regards se tournent vers Bordeaux et beaucoup voient en Alain Juppé la solution. À chaud, il a dit non, mais je le vois mal refuser si c'est lui le recours, nous confie un très proche. On est très mal, je suis désolé de vous le dire, on est effectivement très mal. Moi j'ai un tas de SMS qui arrivent ou de mails de militants de base, pour le député de base que je suis, qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait? Puisque vous allez vous présenter. La situation est extrêmement grave et dans les jours que je viens d'indiquer, à l'horizon que j'ai indiqué, mi-février, j'ai une seule certitude. Je ferai ce qu'il faut pour que la France s'en sorte. La fin de Territoire d'info sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. On se retrouve demain matin. Politique Matin, présenté par Brigitte Boucher, dans un instant. Marine Le Pen, présidente du Front National et candidate à l'élection présidentielle, est l'invitée de Questions d'Info cette semaine. Questions d'Info, présentée par Frédéric Aziza, en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info, ce soir à 20h30.